J'ai découvert que mon mari et ma belle-fille, avocate, complotaient dans ma ruine. Ce qu'ils ne savaient, c'est que cette professeure à la retraite avait encore beaucoup à enseigner. Je m'appelle Marguerite, j'ai 64 ans, et pendant 35 ans, j'ai cru vivre le mariage de mes rêves. Professeure de français à la retraite, j'ai toujours été une femme organisée, observatrice. C'est peut-être pour cela que j'ai mis si longtemps à voir ce qui se passait juste sous mon nez. C'était un jeudi ordinaire de mars, lorsque j'ai décidé de passer chez mon fils Paul pour déposer des gâteaux que j'avais faits pour ma petite fille, la petite Sophie d'à peine 6 ans. Le trajet pour y aller me rendait toujours heureuse. 15 minutes en voiture, à travers notre village de la campagne provençale, en observant les lavandes en fleurs qui annonçaient l'arrivée de l'automne. Quand j'ai tourné au coin de la rue où habite Paul avec Suzanne, ma belle-fille avocate, mon cœur a failli s'arrêter. Là, la Renault Clio grise de mon mari Renault était garée dans l'allée comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais ce n'était pas naturel. Renault m'avait dit ce matin-là qu'il passerait toute la journée au garage qu'il possède dans le centre-ville, à régler des problèmes, avec un client difficile. Je me suis garée quelques mètres plus loin et je suis restée là, avec cette étrange sensation dans la poitrine. Vous savez, cette intuition féminine qui ne se trompe jamais. Quelque chose n'allait pas. J'ai marché lentement jusqu'à la maison, en prenant soin de ne pas faire de bruit avec mes pas sur le portail en fer. Les rideaux du salon étaient presque fermés, mais il y avait une fente par laquelle je pouvais voir l'intérieur. Et c'est à travers cette petite ouverture que ma vie de 35 ans de mariage s'était brisée en quelques secondes. Renaud était assis confortablement sur le canapé du salon, non pas avec cette posture tendue de quelqu'un qui résout des problèmes mécaniques, mais détendu, les jambes croisées comme s'il était chez lui. Et Suzanne, ma belle-fille, était à côté de lui avec une pile de papiers sur la table basse. Mais ce n'étaient pas des factures de la maison ou des documents de son cabinet d'avocat. C'était fait des formulaires que j'ai reconnus immédiatement, des papiers de divorce. Ma première réaction a été une confusion totale. Pourquoi Renaud aiderait-il Suzanne avec des papiers de divorce? Serait-ce un de ses clients? Mais alors, j'ai entendu les mots qui m'ont glacé sur place. Tu es sûre qu'elle ne se doute de rien? Demanda Suzanne en passant la main dans ses cheveux blonds d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Intime, confiante. Marguerite ne soupçonne rien, répondit mon mari avec une froideur qui me trancha comme une lame. Elle est si occupée avec ses cours particuliers et à s'occuper des petits-enfants qu'elle ne remarque même pas quand je sors de la maison. Je me suis agrippée à la grille du portail pour ne pas tomber. Mes genoux tremblaient tellement que j'ai cru qu'ils allaient me lâcher. Mais le pire était encore à venir. Parfait, dit Suzanne en feuilletant les papiers. Alors on peut suivre le plan initial. Tu déposes la demande de divorce en invoquant l'incompatibilité d'humeur. Et avec les nouvelles lois, je te garantis que tu garderas au moins la moitié de tout. Et Et l'appartement du centre-ville que vous louez? Demanda Renaud. Celui-là sera plus compliqué parce qu'il est à son nom. Mais la maison où vous vivez, c'est là que sera le coup de maître. Même si elle est à son nom depuis avant le mariage, je peux plaider qu'il y a eu des investissements communs dans des rénovations et des améliorations au cours des 35 ans. Avec un bon juge, on obtiendra au moins une grosse indemnité pour les améliorations. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait jeté un seau d'eau glacée au visage. La maison où nous vivions, cette maison que j'avais héritée de ma mère, qui était à mon nom bien avant de connaître Renaud. Et maintenant, ils y voulaient inventer un moyen de me prendre même ça. La maison où j'ai élevé mon fils Paul, où Sophie a fait ses premiers pas, où j'ai construit chaque recoin avec amour et soin pendant des décennies. Et le compte d'épargne continua mon mari, comme s'il négociait l'achat d'une voiture d'occasion. Avec la durée du mariage et le régime de la communauté réduite aux acquets, tu as droit à la moitié de tout ce qui est acquis après le mariage. L'épargne, ce petit terrain que vous avez acheté à la campagne, les meubles, ça fera une belle somme. Une belle somme. 35 ans de mariage réduisent à une belle somme à partager. 35 ans à laver ses chemises, à préparer le déjeuner tous les jours avant qu'il ne parte au garage, à le soigner quand il avait été hospitalisé pour une pneumonie il y a 3 ans, à me réveiller en pleine nuit quand il a eu cette crise de gastrite qui a failli l'envoyer à l'hôpital. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la froideur dans la voix de Suzanne, la jeune fille que j'avais accueillie dans la famille à bras ouverts quand elle a commencé à sortir avec mon Paul il y a 8 ans, l'avocate fraîchement diplômée que j'avais aidée à trouver ses premiers clients en lui recommandant des connaissances du quartier et avait not besoin de conseils juridiques. La mère de ma petite fille chérie, que je gardais tous les week-ends pour donner un peu de répit au couple. Tu es sûre qu'elle ne se méfiera pas quand tu commenceras à venir plus souvent à la maison? Demanda Suzanne. Et pour la première fois, j'ai perçu un ton différent dans sa voix. Ce n'était plus seulement professionnel, il y avait quelque chose de plus intime. S'il te plaît, Suzanne, tu crois qu'après 35 ans, je ne sais pas comment gérer Marguerite? Elle est passée prévisible. Elle a toujours été prévisible. Le mot a résonné dans ma tête comme un glas funèbre. Et Paul? Demanda-t-elle. Il trouvera bizarre que tu passes si souvent.
Paul travaille toute la journée à la banque. Quand il rentre à la maison, il ne pense qu'à la télévision et à sa bière. De plus, s'il demande, je dirais que je vous aide avec quelques réparations dans la maison. Des réparations? Quelle amère ironie. Voilà mon mari, en train de planifier de réparer sa propre vie financière, en détruisant la mienne et en utilisant ma propre belle-fille comme complice. Suzanne se leva et se dirigea vers la fenêtre, exactement dans ma direction. Mon cœur s'emballa, mais heureusement, elle ne regarda pas en bas. Elle ferma simplement le rideau complètement. J'entendis le bruit de papier qu'on rangeait et des voix plus basses, impossibles à comprendre. Je suis retournée à la voiture, les jambes flageolantes, comme si je réapprenais à marcher. Dans la voiture, les mains tremblantes, j'ai allumé mon téléphone et j'ai enregistré un mémo vocal pour moi-même, racontant tout ce que je venais de voir. Je savais que je devais enregistrer chaque détail tant que c'était encore frais dans ma mémoire. Le retour à la maison a été les 15 minutes les plus longues de ma vie. À chaque feu rouge, à chaque virage, les mots que j'avais entendus martelaient dans ma tête. Elle est prévisible, elle l'a toujours été. Comme si 35 ans de vie partagée n'étaient qu'une routine commode qui maintenant contrecarrerait ses plans. Quand je suis arrivée à la maison, Renaud n'était pas encore rentré. Je me suis assise dans la cuisine, à la même table où nous prenions le café ensemble tous les matins depuis plus de 3 décennies, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis le jour de la mort de ma mère. Mais ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, il y avait aussi de la colère, une colère froide, calculée, qui grandissait dans ma poitrine comme un feu maîtrisé. À 64 ans, après une vie entière à être l'épouse dévouée, la mère présente, la grand-mère affectueuse, j'avais découvert que j'étais trahie non seulement par un homme, mais par une conspiration familiale qui avait l'intention de me laisser sans rien. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé une professeure à la retraite qui avait passé 40 ans à apprendre à des adolescents rebelles à respecter les règles et les conséquences. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 4 décennies d'enseignement, c'est que lorsque vous découvrez une fraude, la première chose à faire est de rassembler toutes les preuves avant d'agir. Ce soir-là, quand Renaud est rentré à la maison avec son excuse bien rodée sur les problèmes au garage, j'ai souri et lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a menti en me regardant droit dans les yeux, avec la même naturalité que celui qui commente la météo. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé. S'ils voulaient les jouer sales, j'allais leur apprendre comment une professeure expérimentée joue pour gagner. Les 3 jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Je me réveillais, préparais le petit déjeuner comme je le faisais toujours, demandais les plans de Renaud pour la journée, et je le regardais me mentir effrontément au visage, avec la même naturalité que celui qui annonce qu'il va pleuvoir. Aujourd'hui, je vais rester au garage jusqu'à plus tard. Margot, disait-il, en utilisant ce surnom affectueux qui me faisait fondre le cœur et qui sonnait maintenant comme une fausse pièce. Il y a un moteur de camion qui me donne mal à la tête. Mal à la tête? S'il savait le mal de tête que j'avais, en découvrant que tout mon mariage avait été un mensonge ambulant. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était même pas la trahison en soi, c'était à quel point j'avais été aveugle pendant si longtemps. J'ai commencé à remarquer des choses qui m'échappaient auparavant, la façon dont il sortait toujours de la maison avec les cheveux bien coiffés, même pour travailler avec de la graisse. Comment il avait commencé à utiliser cette eau de Cologne plus chère que je pensais être pour se sentir bien dans sa peau après 60 ans. Comment il rentrait toujours à la maison à l'heure précise du déjeuner, mais ces dernières semaines, il était parfois en retard, disant qu'il s'était arrêté pour prendre une bière avec des clients. Une bière? Bien sûr, la bière de l'amour interdit. Mercredi, j'ai décidé de faire un test. J'ai appelé son garage vers 15 heures. Allô, garage de Renault. C'est Jean qui a répondu, l'employé qui travaille avec lui depuis plus de 10 ans. Bonjour Jean, c'est Marguerite. Est-ce que Renaud est là? Madame Marguerite, il est parti plus tôt aujourd'hui. Il a dit qu'il avait des choses à régler. Je pensais que vous le saviez. Des choses à régler. J'ai remercié et j'ai raccroché, sentant ce froid dans le ventre que seule celle qui a été trahie connaît. Il était 15h15. J'ai pris les clés de ma Peugeot 2 ans de suite et je suis allée directement chez Paul. Cette fois, je n'ai même pas eu à me cacher. La Clio grise était là, garée à l'ombre du manguier, comme si elle était une extension naturelle du paysage. Je me suis positionnée de l'autre côté de la rue, dans la voiture, et j'ai attendu. À 16h20, la porte de la maison s'est ouverte. D'abord, Suzanne est laissée sortir, regardant des 2 côtés de la rue, comme quelqu'un qui vérifie que personne ne regarde. Puis Renaud est sorti, mais il n'est pas sorti comme un beau-père qui rend visite à sa belle-fille. Il est sorti comme un homme qui quitte la maison de sa maîtresse. La différence était dans les détails, la façon dont elle lui a arrangé les cheveux avant qu'il ne monte dans la voiture, la façon dont elle était restée à la porte en lui faisant signe jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue, et surtout le sourire sur leurs 2 visages. Ce sourire complice de celui qui partage un doux secret.
L'estomac s'est retourné à tel point que j'ai dû ouvrir la portière de la voiture pour ne pas vomir sur place. 35 ans de mariage et je découvrais que j'avais perdu mon mari au profit de ma propre belle-fille, la mère de ma petite-fille, la jeune fille que j'avais aidée à trouver un emploi, que j'accueillais à ma table tous les dimanches pour le déjeuner en famille, mais le pire était encore à venir. J'ai attendu que Renaud disparaisse et j'ai décidé de faire le tour du pâté de maison avant de rentrer. C'est alors que j'ai vu une scène qui m'a glacé le sang. Suzanne était au portail, en train de discuter avec Madame Dubois, la voisine commère du quartier, et d'après leur langage corporel, ce n'était pas une conversation anodine sur le temps. J'ai arrêté la voiture 2 maisons plus loin et j'ai baissé la vitre, en faisant semblant de manipuler mon téléphone. Elle ne se doute vraiment de rien demanda Madame Dubois, avec cette voix avide de celle qui adore les bons potins. Pas du tout, Madame Dubois. Renaud dit qu'elle était très naïve, elle passe toute la journée occupée avec ses cours particuliers et ne remarque rien. Naïve. J'étais naïve, comme si la confiance de 35 ans était un défaut de caractère. Et quand est-ce que vous allez l'officialiser continua la voisine, salivant presque de curiosité. Doucement, répondit Suzanne en riant doucement. D'abord, il doit se séparer correctement. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas? Il faut tout faire dans les règles pour ne rien perdre au partage. Pour ne rien perdre. Elle t'a parlé de ma vie comme si c'était une affaire mal gérée qui devait être liquidée avec soin. Et Paul demanda Madame Dubois. Paul n'imagine rien. Il pense que son père ne vient ici que pour aider avec quelques trucs dans la maison. Les hommes sont vraiment aveugles pour ces choses-là. Aveugles comme sa mère, apparemment. Mais et Sophie, la petite ne trouvera pas bizarre que le grand-père vive ici? Au contraire, dit Suzanne, et le ton de sa voix changea pour quelque chose de plus calculateur. Sophie adore son grand-père Renaud. Ce sera même bon pour elle d'avoir une figure paternelle plus présente, puisque Paul travaille tant. Figure paternelle plus présente. Elle prévoyait d'effacer mon existence de la vie de ma propre petite fille, de me remplacer par une version améliorée de la famille où je n'existais pas. Je suis rentrée chez moi en pilotage automatique, car ma tête était ailleurs. Je suis arrivée, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais après les pleurs, est venue une chose différente, une froideur que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je suis allée dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire de Renaud et j'ai commencé à fouiller. Dans la poche d'un jean, j'ai trouvé un papier froissé, un reçu d'un petit hôtel du centre. Date, il y a 2 semaines, heure, toute l'après-midi, exactement le jour où il avait dit qu'il faisait un devis pour un client dans une autre ville. Dans la poche d'une chemise, j'ai trouvé un papier encore pire, une liste de courses écrite de la main de Suzanne. Mais ce n'était pas des courses pour la maison de Paul, c'était une liste de choses pour un appartement, rideau pour le salon, petit tapis, drap pour lit double, cafetière. Il se construisait un nid d'amour à mes dépens. Ce soir-là, quand Renaud est rentré avec son excuse habituelle sur les problèmes au garage, j'étais prête, mais pas pour la confrontation. Pas encore. J'étais prête à commencer ma propre enquête. Comment s'est passée la journée, mon amour ai-je demandé en servant le dîner que j'avais préparé avec soin. Fatigante, répondit-il sans même me regarder. Un problème de moteur qui n'en finissait plus. J'imagine, dis-je en souriant. Tu as tellement travaillé que tu n'as même pas eu le temps de déjeuner correctement, n'est-ce pas? Oui, j'ai mangé un sandwich rapide là-bas. Mensonge! Jean m'avait dit qu'il était parti bien avant l'heure du déjeuner. C'est bien de ce que tu as réussi à tout régler, continuai-je en observant chaque micro-expression sur son visage. Demain, tu as aussi beaucoup de travail? Je ne sais pas encore, ça dépend des clients. Des clients? C'est intéressant comme s'il appelait ma belle-fille, cliente maintenant. Après le dîner, pendant qu'il regardait la télévision, je suis allée dans la chambre et j'ai appelé ma sœur Marthe, qui vit à Paris et qui est cette comptable à la retraite. Marthe, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, dis-je, en essayant de garder une voix ferme. Bien sûr, Margot, qu'est-ce qu'il y a? Si une personne voulait se protéger financièrement d'un divorce, que devrait-elle faire? Il y eut un silence de l'autre côté du fil. Marguerite, que se passe-t-il? Ah. Je ne peux pas encore tout dire, mais j'ai besoin de savoir comment protéger ce qui est à moi. Marthe, toujours pratique, à la droite au but. Premièrement, documente tout, chaque compte, chaque propriété, chaque bien qui était à ton nom avant le mariage. Deuxièmement, ouvre un compte à ton nom seul, sans qu'il le sache. Troisièmement, si tu soupçonnes qu'il déplace de l'argent, bloque les comptes joints. Je peux faire ça? Bien sûr que tu peux. L'un ou l'autre des conjoints peut te demander le blocage des comptes joints s'il soupçonne un mouvement irrégulier. C'est une protection légale. Protection légale. Enfin, une lumière au bout du tunnel. Et autre chose, Margot, continua ma sœur. Si tu poses ces questions, c'est que tu as déjà découvert quelque chose. Sois maligne, ne le confronte pas encore.
Rassemble d'abord les preuves. J'ai raccroché avec un plan qui se formait dans ma tête. Il pensait avoir affaire à une professeure retraitée naïve qui passerait le reste de sa vie à pleurer dans les coins. Mais ils avaient oublié un détail important. Les professeurs ne sont pas seulement des éducateurs. Nous sommes des enquêteurs par nature. Nous passons notre vie à détecter quand quelqu'un ment, triche à un examen ou essaie de nous tromper. Et quand nous découvrons une fraude, nous savons exactement comment la gérer. Le lendemain matin, quand Renaud est parti, ce Renaud est parti pour une autre journée de dur labeur au garage, je suis partie aussi. Je suis allée directement à la banque où nous avons notre compte joint depuis plus de 20 ans. Bonjour, monsieur Dupont. Ai-je salué le directeur qui nous connaît depuis toujours? Madame Marguerite, quel plaisir de vous voir. En quoi puis-je vous aider? Je dois parler de notre compte joint. Il y a des mouvements étranges et je voudrais mieux comprendre. 2 heures plus tard, je sortais de la banque avec un dossier plein de relevés et une découverte qui m'a rendue encore plus furieuse. Au cours des 3 derniers mois, Renault avait retiré près de 6 000 € de notre compte d'épargne joint, toujours en petites sommes pour ne pas attirer l'attention. 6 000 €, l'argent que j'avais économisé en donnant des cours particuliers de français le week-end, amassé centime par centime en pensant à un voyage pour rendre visite à mon frère à Nice, que je promets de faire depuis. Récent puis c'est des secours années, 6 000 touchen, c'était ça. 6 000 € dépensés en rendez-vous, en cadeaux et dans l'aménagement de cet appartement qu'ils préparaient ensemble. C'est à ce moment-là que la professeure à la retraite est morte et qu'une femme qu'ils ne connaissaient pas encore est née. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous corrigez un examen et que vous vous rendez compte que l'élève n'a pas seulement triché, mais qu'il a mal triché? C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à enquêter sur la double vie de mon mari. Il se croyait moi des malins, mais il faisait monter des erreurs d'air de débutant. J'ai passé tout le week-end à tout organiser comme si je préparais un cours. J'ai pris un vieux dossier que j'utilisais pour les plans de cours et je l'ai divisé en sections. Preuve de la trahison, mouvement financier, chronologie des faits et plan d'action. 40 ans d'enseignement m'avaient donné quelque chose qu'ils n'attendaient pas, de la méthode. Lundi, alors que Renaud partait pour une autre journée de problèmes au garage, j'ai mis mon plan à exécution. Premier arrêt, l'école où je donne des cours particuliers. J'ai parlé à Madame Rose, la directrice à la retraite, qui est devenue ma grande amie. Rose, j'ai besoin d'un service un peu étrange, dis-je en m'asseyant dans la salle des professeurs que je fréquente depuis tant d'années. Dis-moi, Margot, tu sais que tu peux compter sur moi. J'ai besoin que quelqu'un m'apprenne à utiliser ces trucs de portable pour enregistrer une conversation. Tu sais comment c'est, nous, de notre génération. Rose m'a regardée avec ce regard que seule une femme de 67 ans a quand elle sait que son ami prépare quelque chose. Marguerite, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque découverte, chaque mensonge. Quand j'ai eu fini, Rose avait les yeux pleins de larmes de colère. Quel salaud! Dit-elle en frappant la table de la main. 35 ans quand même, Margot. Comment ose-t-il? C'est pour ça que je dois apprendre à enregistrer. Si je vais se dénoncer une tricherie, il me faut des preuves. Rose a appelé Julie, sa petite fille de 16 ans, qui était là en train de faire un travail scolaire. Julie, viens ici, apprends à Tata Marguerite et à moi comment on enregistre une conversation sur WhatsApp. En 1 heure, j'étais une pro de la technologie. Dictaphone, comment envoyer un audio, comment le sauvegarder dans le cloud, tout ce qu'une grand-mère enquêtrice devait savoir. Et autre chose, Tata Marguerite, dit Julie avec cette sagesse que seuls les jeunes ont. Si vous voulez vraiment les prendre en flagrant délit, vous devez agir naturellement. Vous ne pouvez rien changer à votre routine, sinon ils se méfieront. Je savais que j'avais raison de faire confiance à la jeunesse. Je suis partie de là armée et dangereuse. Prochain arrêt, la maison de Paul. Mais cette fois, pas pour espionner, cette fois pour une visite officielle de grand-mère. Salut, mamie, cria Sophie en me voyant au portail. Tu as apporté des gâteaux? Comme oui, mon amour, dis-je en lui tendant la boîte de financier que j'avais faite exprès. Où est ta mère? Suzanne est apparue dans le salon avec l'air de quelqu'un qui n'attendait pas de visite. Bonjour, belle maman, quelle surprise. Belle maman. Le mot sonnait aussi faux qu'un billet de 3 €. J'ai pensé passer voir ma petite fille, dis-je en m'asseyant sur le canapé, et en profiter pour discuter un peu avec toi aussi. J'avais vu un éclair de nervosité passer dans ses yeux. À propos de quoi? Oh, des choses de famille. Tu sais ce que c'est. Tu es tellement occupée par le travail qu'on ne se voit presque plus.
Nous avons passé 1 heure à parler de banalités, mais j'observais tout. La façon dont elle vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes, comment elle devenait tendue quand je parlais de Renault, comment elle changeait rapidement de sujet quand j'ai mentionné qu'il sortait beaucoup du garage ces derniers temps. Mais le plus révélateur a été quand Sophie, innocente comme seuls les enfants peuvent en l'être, a lâché la bombe. Mamie, pourquoi grand-père Renault vient ici quand papa n'est pas là? Que et puis c'était le silence qui est tombé dans la pièce était assourdissant. Suzanne est devenue rouge comme une pivoine. C'est quand mon trésor, dit-elle en essayant de contrôler sa voix. Grand-père vient aider maman avec quelques petites choses dans la maison. Mais pourquoi toujours quand papa n'est pas là? Insista Sophie avec cette logique cristalline des enfants. C'est parce que grand-père a plus de temps à cette heure-là, bégaya Suzanne. J'avais souri à ma petite fille et j'ai dit: c'est vrai, Sophie. Grand-père, ça a beaucoup de temps libre. Quand je suis partie, mon cœur était brisé, non seulement par la trahison, mais en réalisant qu'ils impliquaient ma petite fille innocente dans tout ce mensonge. Une enfant de 6 ans savait déjà qu'il se passait quelque chose d'étrange, mais les adultes pensaient qu'elle ne comprenait rien. Cet après-midi-là, je suis allée au centre-ville et je suis entrée dans un magasin où je n'aurais jamais pensé mettre les pieds. Un magasin d'équipement de sécurité. Bonjour, dis-je au jeune homme derrière le comptoir. J'ai besoin d'un, comment ça s'appelle, un petit enregistreur. Pourquoi faire, madame? Pour enregistrer des cours, mentis-je sans ciller. Je suis professeur et je veux enregistrer mes explications pour que les élèves les révisent à la maison. Je suis sortie de là avec un enregistreur vocal numérique de la taille d'une clé USB et un tutoriel sur son utilisation. Il m'a coûté 200 € de mon argent de cours particulier, mais il valait chaque centime. En arrivant à la maison, je me suis entraînée à utiliser l'appareil jusqu'à être sûre de le maîtriser. Je l'ai testé en le cachant à divers endroits, dans mon sac, dans ma poche, même à l'intérieur de la manche de mon chemisier. J'étais prête pour l'opération. Mercredi, j'ai enfin eu mon opportunité. Renault a dit qu'il devait sortir pour faire un devis dans une entreprise de la zone industrielle. Un mensonge évident, puisqu'il ne travaille jamais avec de grandes entreprises. J'ai attendu qu'il parte et 15 minutes plus tard, j'ai appelé Suzanne. Allô Suzanne, ça va? Bonjour belle maman, oui ça va. Dis, tu n'es pas occupée en ce moment? Je voulais passer pour parler de l'anniversaire de Sophie. Je pensais s'organiser une petite fête. Au ton de sa voix, j'ai senti qu'elle calculait s'il était prudent de me recevoir. Ah, d'accord. Tu peux venir, oui. 20 minutes plus tard, j'étais chez mon fils avec l'enregistreur allumé dans la manche de mon chemisier et le cœur battant comme un tambour. Suzanne m'a reçu un peu gênée, mais en essayant de le cacher. Asseyez-vous, belle maman, voulez-vous un café? Volontiers, dis-je en m'installant stratégiquement sur le canapé où je les avais vus, elle et Renaud, en train de conspirer. Pendant qu'elle en allait chercher le café, j'en ai profité pour enregistrer. Je suis chez Paul et Suzanne le 15 mars à 14 heures. Je suis venue parler d'affaires de famille. Quand elle est revenue, j'ai commencé mon interrogatoire déguisé. Suzanne, puis-je te poser une question un peu personnelle? Bien sûr. Tati, dit-elle, mais déjà sur ses gardes. Tu ne trouves pas que Renaud était bizarre ces derniers temps? J'ai presque pu voir les rouages tourner dans sa tête. Bizarre comment? Oh, je ne sais pas. Il sort beaucoup, rentre l'après-midi, il était un peu distant avec moi. Une femme mariée depuis 35 ans sans ces choses, n'est-ce pas? Elle a bu une gorgée de café avant de répondre, gagnant clairement du temps. Belle maman, monsieur Renaud a toujours été très dévoué à son travail. C'est peut-être juste une période difficile au garage. Oui, peut-être, ai-je convenu. Mais entre nous, toi qui es avocate, si une femme de mon âge soupçonnait que son mari, disons, avait une liaison avec quelqu'un d'autre, que devrait-elle faire? Le café a failli lui sortir par le nez. Pourquoi pensez-vous à ça? Demanda-t-elle en essayant de paraître désinvolte, mais en échouant lamentablement. Oh, ce n'est rien de précis, c'est une de mes amies du quartier qui vit ça. Son mari sort beaucoup, invente des excuses bidons. Et vous pensez que votre Renaud? Je ne sais pas, Suzanne. Parfois, la femme est la dernière à savoir, n'est-ce pas? Elle est restée silencieuse pendant un temps, qui m'a semblé une éternité. Belle maman, puis-je vous donner un conseil? Bien sûr. Si c'était votre ami, je lui dirais de ne pas se faire de film. Un homme mûr, c'est parfois un peu perdu, mais ça ne veut pas dire qu'il trompe. T'es peut-être juste une crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine à 62 ans. Quelle créativité. Tu as raison, ai-je convenu. Mais si le soupçon était vrai, que devrait faire la personne?
Eh bien, d'abord, elle devrait être sûre. Ça ne sert à rien de faire un scandale pour un soupçon. Ensuite, si c'était vraiment vrai, alors elle chercherait un avocat pour la conseiller sur le partage des biens, ce genre de choses. Et comment ferait-elle pour être sûre? Elle m'a regardée avec une expression étrange. Pourquoi tant d'intérêt pour ça, belle maman? Ah, c'est que mon amie souffre beaucoup de ce doute. Elle ne sait pas si elle doit enquêter ou laisser tomber. Écoutez, en tant qu'avocate, je dis toujours, s'il y a un doute, vaut mieux le lever. Sinon, la personne vit dans l'angoisse pour toujours. Et si elle découvrait que c'est bien vrai, alors ça dépendrait de ce qu'elle veut, si elle veut essayer de sauver le mariage ou si elle veut divorcer. Et financièrement, comment ça se passerait? Voilà, elle était sur le terrain que je voulais. Eh bien, ça dépend de la répartition des biens. Si c'était un mariage en communauté de biens, elle a droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage. Et si certains biens étaient à son nom seul avant le mariage, alors c'est plus compliqué pour le mari. Ces biens n'entrent pas dans le partage. Ah, c'est intéressant, dis-je en feignant la surprise. Mon amie a une maison qu'elle a héritée de sa mère bien avant de se marier. Alors, elle est protégée de ce côté-là. Mais bien sûr, s'il y a eu des améliorations dans la maison pendant le mariage, il peut y avoir des complications. Des améliorations, exactement le mot que j'avais entendu dans leur conversation. Quel genre de complications? Si le mari a investi de l'argent dans des rénovations, des améliorations, il peut demander une indemnisation pour ces améliorations, même si la maison n'appartient qu'à elle. C'est une question qui dépend beaucoup de chaque cas. C'est pourquoi il est important d'avoir un bon avocat. Un bon avocat comme elle, sans nous avons continué à parler pendant encore une demi-heure, et chaque réponse qu'elle donnait confirmait ce que je savais déjà. Elle préparait le terrain juridique pour me voler. Chaque question que je posais comme si c'était à propos de mon amie, elle y répondait comme si elle donnait un cours sur la façon de détruire un mariage de 30 ans. Quand je suis partie, j'avais tout enregistré, non seulement la conversation, mais la preuve qu'elle savait exactement quel était mon patrimoine et comment l'attaquer. Ce soir-là, quand Renaud est arrivé avec son excuse bien rodée sur le devis de l'entreprise, j'étais prête pour la phase suivante de mon plan. Comment s'est passé le devis, mon amour? Ai-je demandé en servant le dîner. Compliqué, a-t-il dit. Le type veut un prix qui couvre à peine le matériel. Mensonge. Je savais exactement où il avait passé l'après-midi. Quel dommage, ai-je répondu. Mais puis ne t'inquiète pas, parfois les affaires très compliquées finissent par se résoudre d'elles-mêmes. Il m'a regardé un peu bizarrement, comme s'il essayait de déchiffrer s'il y avait un sens caché dans ma phrase. Il y en avait un, mais il ne découvrirait lequel qu'au moment opportun. Pour l'instant, je rassemblais encore des preuves, et comme toute bonne professeure, je savais qu'il ne sert à rien de donner la leçon avant d'avoir enseigné toute la matière. Pendant 2 semaines, j'ai continué à être l'épouse parfaite et la belle-mère aimante, pendant qu'ils creusaient leur propre tombe de plus en plus profondément. Renaud inventait des excuses de plus en plus élaborées pour ses sorties, et je notais chaque mensonge dans mon petit carnet, comme si je corrigeais une rédaction pleine de fautes. Je vais chez le compère Jean pour régler quelques affaires, a-t-il dit un mardi. Jean était mort il y a 3 ans. Je n'ai rien dit, j'ai juste noté. À utiliser le compère mort comme alibi, zéro en créativité. Pendant ce temps, j'ai poursuivi mon enquête silencieuse. J'ai découvert que Suzanne, elle avait ouvert un nouveau compte bancaire il y a 4 mois, exactement au moment où les mouvements suspects ont commencé sur notre compte d'épargne. J'ai aussi découvert qu'elle avait demandé des extraits cadastraux à jour de tous les biens immobiliers de la famille, prétextant une organisation de documents. Organisation de documents pour organiser mon patrimoine directement entre ses mains. Mais c'est la découverte qui m'a fait le plus mal, c'est quand je suis allée chercher Sophie à l'école et que sa maîtresse, Madame Carmen, est venue me parler. Madame Marguerite, puis-je vous dire un mot? Bien sûr, Carmen. Il s'était passé quelque chose. C'est à propos de Sophie. Elle a fait des dessins un peu inquiétants. Carmen m'a montré un dessin que Sophie avait fait en cours d'art plastique. C'était une famille. Un homme, femme, une petite fille et séparée dans un coin de la feuille, une vieille femme seule, avec des larmes qui coulaient sur son visage. Je lui ai demandé qui étaient les personnes sur le dessin, a poursuivi la maîtresse. Elle a dit, elle a dit que c'était une papa, maman, elle-même, et dans le coin, la mamie triste parce qu'elle est restée seule. Mon cœur s'est brisé sur le champ. Ma petite fillette de 6 ans était déjà en train d'être préparée psychologiquement à mon exclusion de la famille. Il fallait me voler pas seulement mon argent, il me volait ma petite fille. Savez-vous s'il se passe quelque chose à la maison? Demanda Carmen avec délicatesse. J'enquête, ai-je répondu en rangeant le dessin dans mon sac. Merci de m'avoir prévenu.
Je suis sortie de l'école avec une détermination que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Il ne s'agissait plus d'argent ou de biens, il s'agissait de protéger ma famille du poison qui s'y était installé. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Marthe, à Paris. Marthe, le moment est venu. J'ai besoin d'un bon avocat, mais discret. J'attendais cet appel, a-t-elle dit. J'assais le contact parfait, maître Marcel Dubois. Il est spécialiste en droit de la famille et c'était lui qui m'a aidé quand Joseph a essayé de m'arnaquer au moment du divorce. C'est qu'il se déplace en province? Oui. Et le meilleur, c'est qu'il déteste les avocats véreux. Si tu as la preuve que ta belle-fille essaye de te monter une arnaque, il va adorer démonter son stratagème. Vendredi, Maître Dubois est venu dans notre ville. Nous nous sommes rencontrés dans une pâtisserie discrète du centre, loin des regards curieux du quartier. J'ai apporté mon dossier organisé avec toutes les preuves. Enregistrement, relevé bancaire, reçu, notes, même le dessin de Sophie. Maître Dubois était un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants, lunettes de professeur. Il m'a tout de suite mise en confiance. Madame Marguerite, a-t-il dit après avoir tout analysé, en 25 ans de carrière, j'ai rarement vu un dossier aussi bien documenté. Vous avez suffisamment de matériel non seulement pour vous défendre, mais pour contre-attaquer. Que suggérez-vous? D'abord, nous allons protéger vos biens immédiatement. La maison que vous avez héritée est en sécurité, mais les comptes joints doivent être bloqués dès aujourd'hui. Je peux faire ça? Non seulement vous pouvez, mais vous devez. Je vais préparer un document demandant le blocage préventif pour suspicion de mouvements irréguliers. C'est votre droit. Et après? Après, nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Il m'a expliqué le plan. Bloquer tous les comptes lundi matin, au moment même où Renaud essaierait de retirer de l'argent pour une autre après-midi romantique. Simultanément, nous ouvririons une enquête au barreau contre Suzanne pour utilisation d'informations privilégiées de clientes, car techniquement, je pouvais être considérée comme sa cliente lorsque je lui demandais des conseils juridiques. Et il y a autre chose, dit Maître Dubois avec un sourire. S'il dépose la demande de divorce en premier, nous serons prêts, avec une montagne de preuves de mauvaise foi. Le juge va adorer. Je suis sortie de la pâtisserie en me sentant comme une élève qui a enfin compris la matière la plus difficile de l'école. Samedi, Renaud a dit qu'il allait travailler à mi-temps au garage. Bien sûr, il n'y est pas allé, mais cette fois, je ne l'ai pas suivi. Au lieu de cela, je suis allée faire une visite que je reportais depuis des semaines. Parler à mon fils Paul. Je suis arrivée chez lui en milieu d'après-midi. Suzanne avait été partie faire des courses. Du moins, c'est ce que croyait Paul. Bonjour maman, quelle surprise, dit-il en me serrant dans ses bras comme toujours. Bonjour mon fils, on peut parler? Bien sûr, Sophie, t'es chez une amie. Tu veux un café? Nous sommes assises à la table de la cuisine, la même où j'avais interrogé Suzanne quelques jours plus tôt. Paul, je dois te dire quelque chose de très difficile. Il m'a regardé, inquiet. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu es malade? Non, mon fils, je vais bien, mais ta famille, non. Je lui ai tout raconté, chaque découverte, chaque mensonge, chaque pièce du puzzle que j'avais assemblé ces dernières semaines. Je lui ai montré les photos des reçus, je lui ai fait écouter des extraits des enregistrements. Je lui ai expliqué l'argent qui disparaissait du compte d'épargne. Paul est devenu blanc comme un linge. Maman, tu es sûre de tout ça? C'est mon fils, en 40 ans d'enseignement, j'ai appris à distinguer la vérité du mensonge. Et ça, c'est la vérité la plus douloureuse que j'ai jamais eu à affronter. Il a pris sa tête entre ses mains. Je ne peux pas croire que Suzanne et papa, mon propre père, ils ne comptaient pas sur le fait que tu le découvrirais, dis-je en tenant la main de mon fils. Ils pensaient pouvoir te maintenir dans l'ignorance pour toujours. Et Sophie? Demanda-t-il la voix brisée. Je lui ai été montré le dessin que la maîtresse m'avait donné. Il la prépare à m'oublier, Paul. Ta fille sait déjà que quelque chose ne va pas. Nous avons tous les deux pleuré là, dans la cuisine. Mon fils, découvrant qu'il était marié à une femme capable de trahir la famille qui l'avait accueilli. Moi, voyant mon garçon souffrir à cause de l'avidité de personnes qui auraient dû le protéger. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Je vais me défendre et je vais vous protéger, toi et Sophie, de cette situation. Tu as besoin de quelque chose? Moi, j'ai besoin que tu sois fort et que tu me fasses refais confiance. Sur les semaines à venir, il va se passer de beaucoup de choses. Ta femme va essayer de te convaincre que je deviens folle, que j'invente des choses. Je ne la croirai jamais contre toi, dit Paul avec fermeté. Et autre chose, mon fils, ne lui dit rien pour l'instant. Laisse-les penser qu'il gagne la partie. Dimanche, dernier jour de mon ancienne vie, j'ai organisé un déjeuner de famille. J'ai invité tout le monde, Renaud, Paul, Suzanne et Sophie.
Un déjeuner d'adieu, bien que personne ne le sût encore. J'ai mis les petits plats dans les grands comme jamais. J'ai fait les pâtes que tout le monde adore, un rôti en cocotte avec sa farce, un flan aux œufs. La table était magnifique, avec une nappe brodée et la belle vaisselle que je ne sors que pour les grandes occasions. Pendant tout le déjeuner, j'ai observé Renaud et Suzanne échanger des regards complices. Ils se croyaient invisibles, mais pour qui savait quoi chercher, chaque geste était une confession. Quel merveilleux déjeuner, belle maman, dit Suzanne sans souriant faussement. Merci, ma chérie, ai-je répondu. C'est peut-être le dernier que je fais comme ça, en réunissant toute la famille. Tout le monde m'a regardé, surpris. Pourquoi, mamie demanda Sophie. Oh, mon amour, les choses changent, n'est-ce pas? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Renaud s'est raclé la gorge mal à l'aise. C'est quoi cette conversation étrange, Margot? Rien de spécial, dis-je en servant plus de flanc à Sophie. Je pensais juste que la vie est pleine de surprises. Parfois, on découvre des choses qui changent tout. Le silence qui est tombé sur la table était tendu. Paul m'a regardé, sachant exactement de quoi je parlais. Suzanne est devenue agitée. Renaud a essayé de changer de sujet. Et toi, Paul? Comment ça va au travail à la banque? Allez, c'est que... Mais je n'avais pas fini. Vous savez ce qui m'impressionne le plus dans la vie? Ai-je continué. C'est que la façon dont les gens peuvent faire semblant pendant si longtemps. Maintenir un mensonge pendant des mois, des années, ça doit être très fatigant. Maman, dit Paul, tu ne veux pas que je t'aide à apporter cette vaisselle à la cuisine? Laisse, mon fils. Aujourd'hui, je veux tout faire toute seule. Demain, c'est lundi, et ce sera un jour différent. Quand tout le monde est parti, j'ai fait la vaisselle en pensant que c'était vraiment mon dernier repas en tant que Marguerite la naïve. À partir de lundi, ils allaient connaître une version de moi que même moi, je ne savais pas exister. Avant de dormir, j'ai relu toutes mes notes, j'ai organisé tous les documents dont Maître Dubois aurait besoin le lendemain matin et j'ai enregistré un dernier mémo vocal sur mon téléphone. Demain, 25 mars, à 8 heures du matin, heure du matin, commence ma lutte pour la justice. C'est pas de la vengeance, c'est de l'éducation, parce qu'il y a des gens dans ce monde qui n'apprennent qu'à la dure. J'ai dormi tranquillement pour la première fois depuis des semaines. Demain serait le jour de l'examen final et j'étais plus que prête à donner la leçon la plus importante de ma carrière de professeur. Lundi, 8 heures du matin, Renaud est parti au garage comme d'habitude, m'a fait un bisou sur la joue comme d'habitude, a dit qu'il rentrerait pour le déjeuner comme d'habitude. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je savais que toutes ces normalités avaient leur jour compté. À 8h30, j'étais devant la banque avec Maître Dubois. Prête, Madame Marguerite demanda-t-il. Plus que prête, ai-je répondu. J'ai hâte. En 15 minutes, tous nos comptes joints étaient bloqués, les cartes annulées, l'épargne gelée. Tout mouvement nécessiterait désormais la présence des deux titulaires, avec leurs documents. Et maintenant ai-je demandé. Maintenant, nous attendons leur réaction, dit Maître Dubois avec un sourire. Ça va être intéressant. Ça n'a pas tardé. À 10h15, mon téléphone a sonné. C'était Renaud, la voix altérée. Margot, tu es à la maison? Oui, pourquoi? Je suis à la banque depuis 1 heure, à essayer de retirer de l'argent et ils disent maintenant qu'il y a un problème avec nos comptes. Tu as touché à quelque chose? Oh, touché comment? Ai-je demandé en feignant de ne pas comprendre. Je ne sais pas, tu as modifié un document? Changé quelque chose? Et que je n'ai rien touché, Renaud. C'est bizarre, je vais appeler la banque pour savoir ce qui se passe. Bien sûr, je n'ai pas appelé, j'ai plutôt appelé Maître Dubois. Il a mordu à l'hameçon, ai-je dit. Et maintenant? Maintenant, nous attendons la deuxième réaction. Vous pouvez être sûr qu'il va courir parler à Suzanne. Il avait raison. À 11 heures, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Suzanne. Belle maman, monsieur Renaud m'a appelé pour me dire que vous avez un problème à la banque. Je peux aider en quoi que ce soit. Oh, c'est gentil de ta part, ma chérie, dis-je en utilisant mon ton le plus doux. Il semble qu'il y ait un blocage sur les comptes. Toi qui es avocate, tu sais comment résoudre ces choses? Il y eut une pause. Elle calculait. Oh, je peux jeter un œil aux documents, si vous voulez. Ce serait super. Tu peux venir à la maison maintenant. Oui, je peux. J'arrive dans 20 minutes. J'ai raccroché et j'ai souri. Elle tombait droit dans le piège. 20 minutes. 20 minutes homme plus tard, Suzanne. Ce que plus tard. Suzanne était dans mon salon, assise sur le canapé des invités, avec cette posture de quelqu'un qui rend service. Sauf que maintenant, c'était moi qui contrôlais la situation. Alors, belle maman, racontez-moi exactement ce qui s'est passé à la banque. Oh, ça va. Ma fille, je ne comprends rien à ces choses, dis-je en jouant la vieille dame confuse. Renaud a dit qu'il a essayé de retirer de l'argent et qu'il n'a pas pu, que les employés ont parlé de blocage, de documents, de ces choses compliquées.
Vous avez le numéro du directeur? Je peux appeler pour éclaircir la situation. Oui, je l'ai, dis-je en prenant le papier où j'avais noté le numéro de Monsieur Dupont. Mais avant, je peux te poser une question? Bien sûr. En tant qu'avocate, tu penses que quelqu'un pourrait essayer de toucher à nos comptes? Elle m'a regardé attentivement. Ah bon, pourquoi pensez-vous ça? C'est que j'ai un soupçon, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Quel genre de soupçon? Ah, je pense que quelqu'un touche à notre argent sans que je le sache. Elle était déglutie. Pourquoi pensez-vous ça? Ça y... Parce qu'une femme mariée depuis 35 ans connaît trop bien les habitudes de son mari et certaines choses ne collent pas. Que ces mémés, ce modèle, je ne colle mon paille. Suzanne, Antenne était mal à l'aise. Elle essayait de recruter entre le marteau et l'enclume. Si elle me rassurait trop, je pourrais me méfier qu'elle savait quelque chose. Si elle y était d'accord avec moi, elle trahirait son complice. Belle et maman, peut-être devriez... alors c'est ça peut-être que vous devriez parler directement avec lui de ses soupçons. Parler? Ai-je répété. Et s'il nie tout, comment saurais-je s'il dit la vérité? J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de la banque avec elle à côté de moi, écoutant tout. Allô, monsieur Dupont. C'est Marguerite. Je suis ici avec ma belle-fille avocate, en train d'essayer de comprendre ce qui s'était passé avec nos comptes. Madame Marguerite, dit monsieur Dupont, comme je l'ai expliqué à monsieur Renaud, le blocage préventif des comptes joints a été demandé pour suspicion de mouvement irrégulier. Mouvement irrégulier, ai-je répété à voix haute pour que Suzanne entende? Quel type de mouvement? Retraite fréquent de montants fractionnés. Tentative de virement vers des comptes de tiers sans la connaissance de l'un des titulaires. J'ai vu Suzanne pâlir. Et qui a demandé ce blocage? Ai-je demandé. Il a été demandé par vous-même, par l'intermédiaire d'un représentant légal dûment constitué. Ah oui, bien sûr, dis-je en faisant semblant de me souvenir de Maître Dubois. J'avais complètement oublié. J'ai raccroché et j'ai regardé Suzanne avec un air innocent. Quelle mémoire j'ai, n'est-ce pas? J'avais oublié que j'avais engagé un avocat pour s'occuper de nos finances. Vous avez engagé un avocat? Demanda-t-elle la voix tremblante. Oui, une amie de Paris me l'a recommandé. Elle a dit, elle a dit qu'il est très bon dans les cas de, comment a-t-il dit déjà? Fraude conjugale. Le silence qui s'est installé dans la pièce était assourdissant. Suzanne était en train de réaliser que sa victime avait tout découvert et s'était armée légalement. Belle maman, dit-elle en essayant de garder une voix ferme. Puis-je savoir pourquoi vous avez fait ça? C'est franchement, fait quoi, ma chérie? Engager un avocat sans parler à la famille. C'est l'heure? Je me suis levée, je suis allée au buffet où je gardais mes documents de professeur et je suis revenue avec mon dossier organisé. Suzanne, dis-je en me rasseyant et en ouvrant le dossier. Et en 40 ans d'enseignement, j'ai appris que quand on découvre que quelqu'un triche, ça ne sert à rien de faire comme si on n'avait rien vu. J'ai sorti les premières feuilles du dossier, les relevés bancaires, avec les retraits marqués en jaune. 6 000 euros, Suzanne, 6 000 euros de notre épargne qui ont disparu en 3 mois. Ça l'a essayé de dire quelque chose, mais j'ai continué. Et il y a plus, dis-je en sortant les reçus. Petit hôtel au centre, magasin de cadeaux, même le loyer d'un appartement, tout payé avec l'argent que j'ai aidé à économiser en donnant des cours le samedi. Belle maman, je peux vous expliquer? Vraiment? Ai-je demandé en sortant l'enregistreur numérique du dossier. Alors, explique-moi cette conversation. J'ai appuyé sur lecture. Sa propre voix a résonné dans la pièce. Avec la durée du mariage et le régime de la communauté réduite aux acquêts, tu as droit à la moitié de tout ce qui a été acquis après le mariage. Suzanne est devenue livide. Explique celle-là aussi, dis-je en reproduisant un autre extrait. Même si elle est à son nom depuis avant le mariage, je peux plaider qu'il y a eu des investissements communs dans des rénovations et des améliorations au cours des 35 ans. Elle a essayé de se lever, mais je n'avais pas fini. Et pour finir, dis-je, en sortant le dessin de Sophie, explique-moi pourquoi ma petite fille de 6 ans est déjà en train d'être préparée à m'oublier. Quand elle a vu le dessin, elle s'est effondrée, elle a commencé à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, c'était des larmes de quelqu'un pris en flagrant délit. Comment l'avez-vous découvert? Demanda-t-elle entre deux sanglots. Suzanne, j'ai passé 40 ans à détecter quand un élève mentait. Vous pensiez vraiment qu'un homme de 62 ans et une avocate de 30 ans pourraient me tromper? Et tiens. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. C'était Renaud, revenant de la banque complètement bouleversé. Margot? Mais
«Si», cria-t-il de la porte. C'est quoi cette histoire d'avocat sotte?» Il est entré dans le salon comme une furie et s'est arrêté net en voyant Suzanne en larmes et moi, avec tous les papiers, s'étaler sur la table. «Assieds-toi, Renaud», dis-je avec un calme qui me surprit moi-même. «Oh, s'il faut qu'on parle». «Parler de quoi? Quelle est cette folie de bloquer nos comptes?» «La folie?» dis-je en me levant et en faisant face à l'homme avec qui j'avais vécu 35 ans. C'est que de découvrir que tu me voles pour entretenir ta maîtresse. L'effet a été comme une bombe qui explose. Renaud est resté sans voix pendant quelques secondes, puis il a essayé de nier. Quelle maîtresse? Tu deviens folle, Marguerite. Folle? GGPTT? Comment c'est pas ça. Je répète quand dit folle en c'est une femme qui travaille en 35 BPTK. Quand 35 ans pour se constituer un patrimoine et qui découvre que son mari donne tout à sa belle-fille. J'ai pris l'enregistreur et j'ai reproduit la conversation que j'avais captée la première fois que je les avais surpris ensemble. Dès que cette vieille aura signé les papiers, nous aurons tout ce que nous avons prévu, sortit la voix de Suzanne de l'appareil. Attends, ce n'était pas le bon enregistrement. J'ai pris l'autre. Marguerite ne se doute vraiment de rien. La voix de la voisine commère a résonné dans la pièce. Pas du tout, Madame Dubois. Renaud dit qu'elle est très naïve. C'était maintenant la propre voix de Suzanne qui avouait tout au voisinage. Renaud s'est laissé tomber sur le canapé. Tout l'air avait quitté ses poumons. Margot, a-t-il tenté de commencer? Je l'ai interrompu. Maintenant, c'est moi qui parle. Vous avez eu des mois pour parler. C'est de mon tour. J'ai marché jusqu'à la fenêtre et j'ai regardé le jardin que j'avais moi-même planté, arbre par arbre. 35 ans, Renaud. 35 ans à me lever tôt pour te faire ton café. 35 ans à laver tes vêtements. 35 ans à te soigner quand tu étais malade. Et tu as payé tout ça en planifiant de me voler. Ce n'était pas un vol, dit Suzanne en essayant de se défendre. C'était un partage légal des biens. C'était un vol, ai-je rétorqué, parce que vous saviez que la maison était mon héritage, que la plupart de l'épargne vient de mon travail de professeur, et pourtant vous avez prévu de tout me prendre en utilisant des mensonges juridiques. Et le pire, continuai-je en la regardant maintenant droit dans les yeux, c'est que tu as abusé de la confiance que je t'avais accordée. Je t'ai traitée comme une fille, Suzanne. Je t'ai aidée professionnellement. Je me suis occupée de ta fille avec tout l'amour du monde. Belle-maman, a-t-elle tenté de dire. Je ne suis plus ta belle-maman, ai-je coupé. Une belle-mère est celle qui a une belle-fille. Moi, je n'ai qu'une vipère qui m'a trompée pendant des mois. Je me suis tournée vers Renaud. Et toi? Dis-je, ma voix tremblant d'une émotion contenue. Oh, tu étais mon compagnon, mon partenaire de vie, le père de mon fils, le grand-père de ma petite fille, et tu as tout échangé contre quoi? Contre une aventure avec une femme de 32 ans plus jeune? Il a tenté de répondre, mais je ne l'ai pas laissé faire. Tu sais que ce qui me fait le plus mal? Ce n'est fait même pas la trahison, c'est la froideur. Vous avez planifié ça pendant des mois, assis dans ce salon, à calculer comment me détruire, et je vous servais le café, croyant que je prenais soin de ma famille. J'ai pris une feuille du dossier. Mais vous avez fait une erreur? Une erreur, ce membre rien. Dis ce genre, vous avez sous-estimé une professeure. Et les professeurs sont des professionnels pour découvrir les fraudes. J'ai montré le papier. Dénonciation au barreau contre maître Suzanne Martin pour utilisation abusive d'informations de clientes à son profit, violation du secret professionnel et tentative d'escroquerie sur personnes vulnérables. Suzanne est devenue blanche comme un linge. Ça va détruire ma carrière, a-t-elle murmuré. Je sais que j'ai jamais fait. Je sais que si tu as vrai Dieu. Tu aurais dû y penser avant, ai-je répondu. Les actions ont des conséquences. C'est la première chose qu'on apprend à un enfant. Renaud a enfin trouvé sa voie. Margot, on peut en parler, tout régler en famille. En famille? Ai-je demandé en riant presque nerveusement. Quelle famille, Renaud? Celle que tu projetais de détruire ou la nouvelle que tu étais en train de monter avec ma belle-fille? Ah! Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Mais maintenant, je te donne le choix. Tu signes un accord de séparation par consentement mutuel. Tu ne gardes que ce qui est vraiment à toi et tu quittes ma maison en paix. Ou nous nous affrontons en justice avec toutes les preuves que j'ai. Et tu pars sans rien et en plus avec une réputation entachée pour escroquerie. Le silence a pesé dans la pièce pendant de longues minutes. Et si j'accepte l'accord demanda-t-il, vaincu. Tu prends toutes tes affaires et tu pars aujourd'hui. Et tu sais aujourd'hui. Tu gardes sauf bien le garage qui est à toi de toute façon. Tu gardes ta voiture, mais la maison, l'épargne, les meubles, tout reste avec moi. Après tout, et je souris amèrement, c'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? La séparation des biens. Suzanne se leva en tremblant.
Je m'en vais, dit-elle. C'est devenu un enfer ici. C'est ça. Tu t'en vas, ai-je convenu. Mais avant, tu vas appeler Paul et lui avouer tout qu'est-ce que tu as fait. Il mérite de savoir quel genre de femme est la mère de sa fille. Je ne ferai pas ça. Si tu le feras, dit maître Dubois, qui était entré par la porte que j'avais laissée ouverte. Parce que si vous ne le faites pas, nous présenterons toutes ces preuves dans la procédure de séparation judiciaire. Et je vous garantis que la justice ne sera pas aussi généreuse que l'est Madame Marguerite. Suzanne a regardé Renaud comme si elle s'attendait à ce qu'il la défende, mais il regardait par terre, complètement abattu. D'accord, dit-elle. J'appelle Paul. Et elle a appelé. Là, devant moi, elle a tout avoué à mon fils. Elle a parlé de sa liaison avec Renaud, du plan pour me voler, des mois de mensonges. J'ai entendu mon fils pleurer à l'autre bout du fil et mon cœur s'est brisé pour lui. Quand elle a raccroché, Maître Dubois a tendu les papiers à Renaud pour qu'il les signe. Il y a 3 copies, a-t-il expliqué. Accord de séparation par consentement mutuel, renonciation à tout droit sur la maison et engagement à ne pas approcher Madame Marguerite en dehors des questions strictement familiales impliquant les petits-enfants. Renaud a tout signé sans lire. Une heure plus tard, ils étaient vantés partis de ma maison. Suzanne avait ses parties furieuses, klaxonnant bruyamment comme une adolescente en colère. Renaud Trou s'est parti avec une petite valise, se retournant une seule fois avant de monter en voiture. Je suis restée seule dans mon salon, entourée de papiers, d'enregistreurs et de preuves. La maison était silencieuse, mais c'était un silence différent. Ce n'était pas le vide, c'était la liberté. Paul est arrivé 2 heures plus tard avec Sophie. Mon fils avait les yeux rouges, mais il m'a serré fort dans ses bras en me voyant. Maman, pardonne-moi, a-t-il dit. Je ne savais rien. Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Tu as aussi été une victime. Et maintenant a-t-il demandé. Maintenant, on recommence, dis-je en prenant Sophie dans mes bras. Nous 3, comme il se doit. 6 mois plus tard, Paul et Sophie ont emménagé avec moi. Il a demandé sa mutation à la banque pour travailler plus près de la maison. Sophie suit une thérapie pour enfants pour gérer toute la situation, mais elle a déjà recommencé à faire des dessins de familles heureuses. Suzanne, elle a perdu sa licence d'avocate pour quelques années et a déménagé dans une autre ville. Renaud a vendu le garage et est également parti. J'ai entendu dire qu'il vit à Paris, en essayant de recommencer. Et moi, j'ai repris les cours particuliers, maintenant chez moi. J'ai transformé l'ancienne chambre d'amis en un joli bureau, et puis tous les après-midi, je reçois des étudiants ici. Sophie adore aider en distribuant de l'eau et des biscuits aux élèves de sa mamie. Je ne me suis pas remariée et je n'en ai pas envie. À 64 ans, j'ai découvert que je peux être parfaitement heureuse en étant simplement moi-même. J'ai mon fils, ma petite fille, mes élèves, ma maison et surtout, j'ai ma dignité. Il y a des gens qui me demandent si je ne ressens pas de colère envers Renaud. La vérité, c'est que non. J'ai de la peine pour lui. Il a changer 35 ans de vie réelle contre quelques mois de fantaisie et maintenant il est seul, vieux et sans famille. Moi, par contre, je suis vivante, forte et entourée d'un amour véritable. La vie m'a appris qu'il ne sert à rien de gaspiller de l'énergie à haïr celui qui vous a trahi. Il vaut mieux utiliser cette énergie pour construire une vie meilleure. Et c'est exactement ce que je fais. L'autre jour, Sophie m'a demandé si j'étais triste parce que grand-père n'habite plus ici. Non, mon amour, ai-je répondu. Je suis heureuse parce que maintenant, dans notre maison, il n'y a que des gens qui s'aiment vraiment. Et c'est la pure vérité.